Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. Lui aussi, on l'a appelé Monsieur X, un mystérieux espion emprisonné secrètement en Israël et dont on a appris la véritable identité qu'au début de cette année, après sa mort en décembre 2010. Un suicide qui laisse sceptiques de nombreux commentateurs. Le véritable nom du prisonnier X est donc Ben Ziger. Et il avait 34 ans lorsqu'il est mort dans sa cellule d'une prison de haute sécurité proche de Tel Aviv. Juif, né en Australie, ce brillant sujet avait choisi par idéal de vivre en Israël et même de rejoindre son service de renseignement extérieur, le Mossad. Alors, pourquoi a-t-il fini par être emprisonné? Et surtout, pourquoi a-t-il été tenu au secret pendant les 10 mois qu'a duré son incarcération? A-t-il trahi son pays d'adoption? Et si trahison il y a eu, elle devait être d'une importance capitale pour que les autorités israéliennes imposent à la presse une censure totale sur cette affaire. Plusieurs hypothèses ont été émises. Y aurait-il en particulier un rapport avec cet épisode que m'a raconté il n'y a pas si longtemps Monsieur X, le vrai, le Dubai Gate comme on l'a appelé, c'est-à-dire l'assassinat un mois avant l'arrestation de Ben Ziger d'un important dirigeant du Hamas, Mahmoud al-Mabou, par un commando du Mossad qui ne comptait pas moins d'une vingtaine d'agents. Et parmi eux, des espions qui ont justement utilisé des passeports australiens. Monsieur X essaie de répondre à toutes ces questions. Un mot d'abord. Ce n'est pas la première fois que les autorités israéliennes imposent un isolement total à un détenu. Isolement physique et médiatique, si j'ose dire. Oui, et c'est possible dans un pays où il existe toujours une censure rigoureuse pour tous les faits qui relèvent de la sécurité nationale. C'est exact. Et à chaque fois, effectivement, il s'agissait de dossiers particulièrement sensibles. Donc on peut penser que dans le cas de ce Ben Ziger, là, le gouvernement devait avoir de bonnes raisons pour tenir ce prisonnier au secret. En tout cas, des raisons sérieuses. Alors, rapidement, voyons les précédents. 2 sont connus. Souvenez-vous. Alors, je vous en ai parlé autrefois. Marcus Klingberg, scientifique de réputation internationale, était le chef adjoint de l'Institut biologique gouvernemental de Ness Ziona, près de Tel Aviv. Ouais, c'est un centre ultra secret où l'on expérimentait des armes bactériologiques. Oui, entre autres. Un jour de 1983, le savant a disparu. Et 2 ans plus tard, les autorités ont révélé qu'il était soigné en hôpital psychiatrique quelque part en Europe. Mais il n'en était rien. Non, en réalité, Klingberg avait été secrètement condamné à 20 ans de prison pour avoir livré à Moscou des informations sur ses recherches. Des recherches qu'en son fort intérieur, il désapprouvait. Ouais, d'où sa trahison. Oui, enfin, passons. Il a été longtemps interdit à la presse israélienne d'évoquer cette affaire. Et ce n'est qu'en 1998 que Klingberg a été relâché pour des raisons médicales. L'autre cas est celui de Mordechai Vanunu. Oui, ça, c'est un technicien qui travaillait à la centrale atomique de Dimona. Et là encore, il s'agissait d'une installation couverte par un secret rigoureux. Pacifiste et donc hostile à l'arme nucléaire, Vanunu a quitté Israël en 1986. Mais il avait réussi à prendre des photos de la centrale. Et il a tenté de les faire publier dans des journaux anglais afin de prouver qu'Israël fabriquait des bombes. Et c'est le fameux Robert Maxwell qui est intervenu. Le magnat de la presse britannique, oui. Un grand ami de l'État hébreu. Le Mossad a été alerté par ses soins. Un piège a été tendu à Vanunu, qui a été enlevé et ramené en Israël. Et lui aussi a été lourdement condamné et soumis à un isolement total. Oui, mais il a été libéré, non? En 2004, oui. Mais il est toujours surveillé et il lui est interdit de parler à des médias étrangers et de sortir du pays. Par conséquent, l'affaire Ben Ziger n'est pas une première. Ouais, sauf qu'elle s'est terminée plus tragiquement. Vous avez raison. Et disons-le tout de suite, ce suicide étonne en Israël. Mais pourquoi? D'abord, parce que selon son avocat, qui avait été autorisé à le voir 2 jours avant sa mort, ce jeune homme était serein et nullement suicidaire. Il attendait même avec confiance son procès. Il savait donc à quoi s'en tenir sur les véritables raisons de son incarcération. Bien évidemment. Autre chose,
Benziger était placé dans une cellule spéciale réservée aux ennemis de l'État et qui avait été conçue pour recevoir l'assassin d'Isaac Rabin. 4 mètres sur 4, des caméras partout, même dans le coin toilette, et des systèmes sophistiqués permettant d'identifier les mouvements corporels du détenu et même sa respiration. Afin de prévenir toute tentative de suicide. Bien sûr. Ouais. Alors, dans ces conditions, il est difficile de croire que Benziger ait pu se pendre avec ses draps dans les toilettes de la cellule. D'autant qu'on ne l'aurait retrouvé qu'1 heure plus tard. Mais si ce n'est pas un suicide, c'est une exécution. Ah, je n'accuse pas, mais j'ai du mal à comprendre, c'est tout. Et personne n'a pu encore expliquer ce mystère. Admettons alors. D'où vient Benziger? Il a grandi dans le sud-est de Melbourne. En Australie, donc. Hein. Oui, Ouais. oui. Son père, Geoffrey, était à la tête d'une petite entreprise florissante et très impliqué dans la vie de la communauté juive. L'enfant suit donc sa scolarité dans les meilleures écoles juives de la ville et rejoint parallèlement une organisation de jeunesse sioniste de gauche. Après avoir obtenu son bac en 1993, il commence des études de droit à l'université. Mais finalement, il annonce son intention d'aller vivre en Israël. Il veut faire son alia, comme disent les Juifs. Oui, chez lui, c'est un désir ardent, le but de sa vie. En 1994, son rêve devient réalité. Il s'installe au kibbutz de Gazit, dans les collines de Galilée. Et ça se passe bien? D'autant mieux que l'épicier de la collectivité est aussi originaire d'Australie et devient vite son ami. Mais comme tout jeune homme, Benziger doit faire son service militaire. Il l'accepte volontiers? Ah oui, c'est un sioniste convaincu, et s'il le faut, il est décidé à se battre pour sa nouvelle patrie. Et c'est sans doute au cours de son service qu'il est remarqué par le Mossad. Et pour quelle raison exactement alors? Il faut d'abord savoir que le service de renseignement israélien est toujours à la recherche de nouvelles recrues. À l'orée du 3e millénaire, il a même lancé une campagne de publicité dans la presse pour attirer des candidats. Alors, Benziger est un garçon très intelligent qui a surtout une particularité intéressante pour le Mossad. Il est toujours citoyen australien. Expliquez alors. L'Australie est un pays au-dessus de tout soupçon. Et assez curieusement, il permet à ses nationaux de changer plusieurs fois de nom. Et donc de disposer éventuellement de plusieurs passeports. Benziger en possédera par exemple 3. Donc sous des patronymes différents. Et ce sont des passeports parfaitement légaux. Or, je crois vous l'avoir dit, à l'heure où les contrôles frontaliers grâce aux passeports biométriques sont de plus en plus efficaces, la possession de tels documents est un atout pour un agent des services secrets. Ouais, des services qui n'ont donc plus besoin de fabriquer de faux passeports. Ou d'en voler. Ouais. Le jeune homme sera-t-il effectivement engagé par le Mossad? Oui. Et comme toute nouvelle recrue, il subira pendant toute une année un entraînement très complet. Mais auparavant, il retourne en Australie. Ah bon, pourquoi? Il veut terminer ses études de droit et travaillera même brièvement dans un cabinet d'avocats. Et notez bien que pour le Mossad, cette formation juridique est certainement bien vue. Quoi qu'il en soit, après plusieurs allers-retours en 2003, Benziger se fixe définitivement en Israël où il se marie. Avec une Israélienne? Oui, Ouais. il travaille alors quelque temps dans une firme de consultants. Ouais, ça fait partie aussi de sa formation d'agent secret? Oui, on peut l'imaginer. Et quand alors va-t-il vraiment travailler pour le service de renseignement? En 2005. Enfin, j'y viens tout de suite. Auparavant, un détail un peu troublant. Le jeune homme ne dissimule nullement le fait qu'il a été engagé par le Mossad. Et bien au contraire, il s'en vante auprès de ses amis. Ça, c'est en effet assez curieux. Hein. Quand on est un espion, on se tait. Alors, quand concluez-vous? Rien. Mais je m'étonne seulement que le Mossad ne l'ait pas immédiatement viré, ou au moins sévèrement tensé. Bon. Sa première mission, quelle est-elle? Il manœuvre pour se faire embaucher par une firme installée à Milan et qui vend du matériel électronique de haute technologie. Par exemple pour les satellites de communication. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette entreprise commerce avec des pays comme l'Iran et la Syrie. Ah, des pays voyous, selon la terminologie de George Bush Jr. Hein. Oui, enfin, cette embauche lui a permis de se voir octroyer immédiatement un visa de travail au consulat italien de Melbourne. À noter que 2 autres Australiens juifs travaillaient déjà pour la firme de Milan. Ouais. Des gens du Mossad eux aussi? Naturellement, vous avez compris que via cette société, les taupes israéliennes pouvaient avoir accès à des installations secrètes et militaires des pays clients. Mais surtout, à l'occasion de voyages dans ces pays, il était aussi possible de recruter des informateurs. Question, Benziger là n'avait aucune connaissance particulière dans le domaine électronique. C'est vrai.
Aussi a-t-il d'abord été affecté à l'administration. Mais il a très vite appris et fait preuve d'une grande vitesse d'exécution, tant et si bien qu'il a rapidement gravi les échelons. C'est si vrai que bientôt il a été amené à avoir des contacts directs avec les clients étrangers de la société et à voyager pour les rencontrer. Autre interrogation, là. Les dirigeants de cette firme italienne, savaient-ils qu'ils avaient embauché des agents israéliens? Non, certainement pas. Et puis n'oubliez pas que ces trois taupes étaient nantis de la nationalité australienne. Ouais, insoupçonnable, donc. C'est ça. Cette première mission commence donc sous les meilleurs augures. Oui, oui, et pourtant ça se gâte assez vite. Et c'est le deuxième élément troublant dans la carrière d'espion de Ben Ziger. Une curieuse faille dans sa personnalité. La révélation de l'affaire du masque de fer israélien, comme on l'a appelé, a provoqué une assez vive émotion en Israël. Voici par exemple ce qu'écrit Gideon Lévy dans le journal Haaretz le 21 février dernier. Il semble évident que c'est Amir Pardo, le directeur du Mossad, qui est à l'origine de l'affaire Ziger et qui l'a étouffé. Les Israéliens n'en savent rien, ou préfèrent plutôt ne rien savoir. C'est ainsi que ça se passe dans un pays où la religion d'État s'appelle sécurité et où le rite s'appelle silence. C'est ainsi que ça se passe quand, au nom de ces idoles païennes, il est permis d'assassiner, de faire disparaître, de torturer ou d'emprisonner dans le plus grand secret. On ne dispose pas encore de suffisamment de détails sur l'affaire Ziger, mais rien, dans les quelques bribes déjà connues, ne peut justifier la disparition d'une personne. Rien. Ziger était un citoyen australien, dont le curriculum vitae et les circonstances de la mort restent soigneusement cachés dans le brouillard. Peut-être s'est-il suicidé, peut-être a-t-il été assassiné, peut-être a-t-il trahi, peut-être pas. Mais comment savoir ? Allons-nous continuer à ne compter que sur ce que ces gens veulent bien nous dire ? Est-il imaginable de ne jamais savoir ? Il y a probablement d'autres cas semblables à celui de Ziger, mais combien sont-ils et qui sont-ils ? Sur qui pouvons-nous, diable bien, compter pour être correctement informés ? Et encore ici, c'est d'un ressortissant australien qu'il s'agit. Mais quid des Arabes et des Palestiniens? Combien d'entre eux ont disparu, ont été disparus, se sont suicidés ou ont été suicidés? Après des débuts très prometteurs dans cette firme italienne, Ben Ziger semble soudain moins motivé. Un manque d'intérêt? Enfin, c'est ce que ses patrons observent. Ça va même si loin qu'il mécontente certains de ses partenaires en affaires. De bons clients qui menacent de partir. Que s'est-il passé? Exactement. Je ne sais pas. En tout cas, ce qui devait arriver, arrive. Oui, il est licencié. Oui, fin 2006. Il est viré de la boîte. Et il va reproduire cet échec dans une entreprise d'Europe de l'Est où ses employeurs du Mossad l'ont envoyé. Les employeurs qui doivent être déçus, non? Forcément. Et Ben Ziger a fini par être rappelé en Israël à l'été 2007. Désormais, le jeune homme ne travaillera plus sur le terrain. Alors, que devient-il? Il est affecté dans un bureau à Tel Aviv. Peut-être au sein du Tzomet, le département le plus important du service, au moins en nombre d'agents. On s'y occupe des sources et on analyse les informations recueillies. C'est pas un travail très exaltant. C'est même assez routinier. Et Ben Ziger s'y ennuie, car il n'est pas entré au Mossad pour devenir un rond de cuir. Alors, que fait-il? Il demande l'autorisation de reprendre ses études. Il veut obtenir un master en management. Le Mossad consent? Oui, le service va même continuer à lui payer son salaire. Donc, le jeune homme repart en Australie et s'inscrit à l'université. Il ne s'appelle plus Ben Ziger, mais Ben Allen. Ouais, ça c'est l'un de ses alias. Et en même temps, il collabore à une firme de consultants à Genève, où il se rend de temps à autre. Tout ça donne l'impression d'une assez grande inconstance. Non? Je suis d'accord, et même d'une incontestable fragilité. Toutefois, ces nombreux allers et retours en Europe et en Israël ont attiré l'attention des services de renseignement australiens. D'autant qu'ils ont aussi remarqué qu'à l'université, Ben Ziger fréquente assidûment des étudiants saoudiens et iraniens. Quand conclut-il, hein? Ils sont assez rapidement persuadés que Ben Ziger, alias Ben Allen, est un agent israélien. Mais agissent-ils? Non, ils se contentent de le surveiller. Ils ont sans doute passé le tuyau à un journaliste australien spécialiste du Proche-Orient. Un homme
qui approche Ben Ziguer et essaie en vain de lui tirer les vers du nez. Mais les Australiens ne sont pas les seuls à le surveiller. À ce moment, on est fin 2009, début 2010, Ben Ziguer est déjà une cible pour les Israéliens et particulièrement pour le Shin Bet. Ouais, ça, c'est le service de renseignement intérieur. Oui, parce que Ben Ziguer est soupçonné d'avoir trahi. Et dès qu'il reviendra en Israël, il sera arrêté. Attendez, avant de voir cela plus précisément, là. Quand cette affaire du prisonnier X, mort en prison, a été révélée, on a tout de suite établi un rapport avec ce qu'on a appelé le Dubai Gate. L'assassinat de Al-Mabou. Ouais, qui était l'homme du Hamas chargé de fournir en armes son organisation. C'est ça. Cette affaire dont nous avons parlé assez récemment s'est traduite par un véritable fiasco pour le Mossad. Non pas que ces agents aient échoué à mener à bien leurs tâches, mais ils ont été repérés. Et même filmé par les nombreuses caméras de surveillance de l'Émirat. Ce qui est quand même un comble pour des agents secrets. Évidemment. Et comme l'arrestation de Ben Ziguer au début 2010 a suivi à quelques jours près cette opération à Dubaï, on a pu imaginer qu'il y avait un rapport entre les deux faits. On a même écrit que Ben Ziguer aurait été l'un des membres du commando israélien. Et il aurait été arrêté parce que ce bavard aurait raconté ce qu'il savait. Ouais, et ça aurait été assimilé à une trahison. Bien entendu. Je ne crois pas à cette version, et tant pis pour la coïncidence des dates. Alors, puisque vous avez vous-même parlé de trahison, quelle hypothèse proposez-vous? Eh bien, pour tenter de comprendre, il faut revenir un petit peu en arrière. En 2009, les services de renseignement israéliens ont connu un des plus importants revers qu'ils aient jamais connus. Où? Au Liban. C'est tout un réseau d'espionnage qui a été démantelé. Au moins 70 agents. C'est énorme. En effet. Bon, n'allons pas trop vite. Un fait, d'abord. Un jour de mai 2009, au petit matin, une unité des forces spéciales libanaises rentre en force dans la maison de Ziad al-Hamsi, à l'ouest du pays, dans la plaine de la Beka. Qui est ce personnage-là? Ce sexagénaire est un notable qui a été maire de sa ville durant des années. Il est même considéré par les siens comme un héros. Un héros, pourquoi Parce qu'il a combattu les troupes israéliennes durant la guerre civile libanaise. Or, c'est cet homme qui est arraché de son lit et arrêté. Sous quel motif? Le mandat d'arrêt délivré contre Hamsi l'accuse d'être un agent israélien. Autant vous dire que c'est un véritable choc pour ses proches et la plupart des Libanais. Et cette accusation va être légitimée? Absolument. L'enquête et les nombreux interrogatoires permettent d'établir que Hamsi était un espion du Mossad depuis 2006 et qu'il a été rétribué au moins $100 000. Le chef des services secrets libanais, Asraf Rifi, déclare à l'occasion qu'il s'agit là de l'une des plus importantes prises que son service ait réalisées depuis longtemps. Mais le dévoilement de la trahison de Hamsi n'est que la partie émergée de l'iceberg, puisque, je vous l'ai dit, 70 taupes ont été confondues. Ça avait commencé par l'arrestation d'un certain Mustafa Ali Awahed, alias Zouzi, au printemps 2009. Et les autres, alors? On retrouve du beau linge, un général chrétien à la retraite, par exemple, mais aussi 2 colonels. Une quarantaine de suspects ont été placés en détention. Mais une trentaine d'autres agents, supposés et identifiés, sont toujours recherchés par les autorités libanaises et certains ont réussi à fuir le pays. Et quand, alors, tous ces gens-là ont-ils été enrôlés? Il faut d'abord bien voir que ces espions ont été recrutés dans toutes les communautés religieuses libanaises. Un recrutement qui a été favorisé par la longue occupation israélienne du sud Liban. Certains travaillaient donc pour le Mossad depuis les années 80. Mais tous n'étaient pas des James Bond. Ah, bien entendu. C'était généralement des petites mains, des anonymes chargés de glaner des informations fragmentaires, de préparer des dossiers d'objectifs ou de suivre les mouvements quotidiens de l'adversaire. L'adversaire. Pour les Israéliens, il est clairement désigné. C'est le Hezbollah. N'oubliez pas que le Mossad menait une guerre impitoyable contre l'organisation chiite et fondamentaliste. En février 2008, ces agents ont même réussi une opération assez spectaculaire en assassinant le chef militaire du Hezbollah, Imad Munier, au cœur de Damas. Ouais, mais fondamentalement, là, quel était l'objectif de ce réseau israélien? Le Mossad voulait loger le chef du Hamas, comme on dit dans la police. Ouais, loger, c'est-à-dire déterminer l'endroit où il se trouvait. Oui, or Nasrallah était réputé pour user de nombreuses précautions afin d'échapper justement à la traque incessante de ses ennemis israéliens. Il cherchait à l'assassiner. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute.
Il semble bien que Homsi en particulier était chargé de cette tâche, déterminer l'endroit ou les endroits où Nasrallah se dissimulait. Toutefois, je vais revenir sur le cas Homsi car il est assez révélateur des méthodes du Mossad. Mais attendez, le rapport là, entre la chute de ce considérable réseau israélien et l'arrestation de Benziger? J'y viens, mais ça je vous le promets. Auparavant, j'ai une petite révélation à vous faire. Une révélation qui nous intéresse, nous, Français, directement. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud, sur France Inter. La chute du réseau israélien implanté au Liban est à mettre au compte du service de renseignement des forces de sécurité intérieure libanaises. Mais si je me réfère au journaliste du Figaro, Adrien Jolms, le Hezbollah lui-même a pris sa part dans cette opération, extrait de son article paru en octobre 2009. À la fin de l'année 2008, les premières arrestations commencent. En novembre, 2 frères sunnites sont capturés par le Hezbollah. Originaires de la ville d'Al-Marj, dans la vallée de la Beka, Ali et Youssouf Jarrah sont accusés d'espionner depuis 20 ans pour Israël. On retrouve en leur possession du matériel photographique et vidéo et un système GPS dissimulé dans leur véhicule. La voiture, équipée pour prendre des photos, aurait été fréquemment garée au poste frontière de Masnaa, sur la route entre Beyrouth et Damas, par laquelle transitent les responsables du Hezbollah. Muni d'un passeport israélien, Ali Shaha se rendait via Chypre ou la Jordanie en Israël pour y être briefé et entraîné. Selon des sources libanaises, il aurait aussi été envoyé en reconnaissance dans le quartier de Damas où Mougnier a été assassiné. En janvier 2009, le Hezbollah capture 2 autres suspects. Joseph Sader, employé à l'aéroport de Beyrouth, est enlevé alors qu'il se rend à son travail. Interrogé, il aurait révélé avoir eu la même fonction de renseignement dans un aéroport par où transitent émissaires et diplomates de tout le Moyen-Orient. Un garagiste de Nabatieh, ville chiite du Sud-Liban, est le 4e agent arrêté par le Hezbollah. Marwan Fakir était un concessionnaire automobile qui fournissait des véhicules au mouvement chiite. Il aurait aussi utilisé ses talents de garagiste pour installer des dispositifs de localisation sur des voitures que le parti lui donnait à réparer. Ces affaires ne sont que le préliminaire du vaste coup de filet qui va suivre, celui qui implique les services libanais. Alors le rôle des Français là, dans cette histoire? Le démantèlement des réseaux israéliens du Liban, si j'en crois votre confrère du Figaro, Georges Malbruno, doit beaucoup à une petite invention française. Ouais, vous m'intriguez là. Bon, alors je vous explique. Une entreprise française a mis au point un matériel électronique très malin et très performant, qui, s'il reste dans de bonnes mains, peut rendre de grands services. Qu'est-ce que c'est que cette insinuation là? Que voulez-vous dire? Eh bien, dans les mains d'un Kadhafi, par exemple, ces mêmes matériels peuvent devenir redoutables. Mais enfin, passons. Ce système électronique, pour faire simple, permet à partir d'écoutes téléphoniques de reconstituer l'existence d'un réseau d'individus. Et s'il a été livré au FSI, les forces de sécurité intérieure libanaises et à leurs services de renseignement, avec l'accord de Paris, c'est qu'il pouvait se révéler utile pour identifier les auteurs et les commanditaires de l'assassinat en février 2005 de l'ancien Premier ministre Rafik Hariri. Ouais. Là, je vois où vous voulez en venir. Hein. Ce matériel ultra-sensible a aussi été utilisé pour démanteler le réseau du Mossad. Exactement. Alors qu'il ne devait servir qu'à traquer les assassins d'Hariri et plus généralement les ennemis du Liban. Ouais, mais en principe, Israël et le Liban sont toujours en guerre. Hein. C'est juste. Donc, Israël fait toujours partie des ennemis du Liban. D'accord. Et je peux vous dire que cette fructueuse pêche aux espions israéliens est arrivée à point nommé à un moment où les Libanais allaient voter. Car ce succès, inattendu, a permis au clan du fils Hariri, Saad, de remporter un beau succès électoral.
Par contre, en Israël, on a grincé des dents. Surtout lorsqu'on a appris que le démantèlement du réseau était dû à une livraison de matériel français ultra sophistiqué. Ouais. Israël a protesté auprès de Paris? Dans la coulisse, oui, mais pas ouvertement, car ça aurait consisté à reconnaître la réalité de l'espionnage israélien. Ouais. Et l'État hébreu ne commande jamais ce genre de fait. C'est exact. Si le clan Hariri, qui est à l'origine de la création des FSI, a donc pu se féliciter, il y a quand même eu un bémol. Ah bon, quoi? Homsi était un des leurs. Ah, le héros de guerre, espion israélien par ailleurs. Voilà, alors je vous ai promis de revenir sur ce personnage et son recrutement. Et rassurez-vous, c'est ainsi qu'on va retrouver Benziger. Une information d'abord. Homsi a été condamné à 15 ans de prison et aux travaux forcés. Malgré son âge et son passé. Oui, mais il a été rapidement libéré. Seulement 2 ans après son procès. Et ça n'a pas manqué d'intriguer. Son recrutement maintenant. L'Indien, c'était son nom de code, a été enrôlé en 2006. Et très curieusement, c'est un certain David, un Chinois, qui l'a approché. Un Chinois nommé David? C'est original, non? Il s'est présenté à Homsi comme étant le représentant d'une compagnie chinoise souhaitant faire des affaires au Liban. David a même invité Homsi à Pékin pour assister à une foire aux affaires. Apparemment, une invitation très officielle du gouvernement chinois. On suivit d'autres réunions en Asie. Et surtout, une offre de rétribution mensuelle. Et Homsi n'a rien vu venir? Il s'est quand même posé des questions lorsque le nommé David l'a interrogé sur le sort de 3 soldats israéliens disparus en 1982 durant la guerre au Liban. Ah oui, alors, il a compris que derrière David, il y avait les Israéliens. Et certainement le Mossad. Mais ça ne l'a pas empêché de continuer, vraisemblablement à cause de l'argent. Et puis, il a certainement eu moins de scrupules quand il a saisi que les Israéliens s'intéressait en priorité au Hezbollah et à son chef, Nasrallah. Oui, parce que Homsi, proche du clan Hariri, était un adversaire naturel du Hezbollah. Obligatoirement, Ouais. oui. Et comment Homsi communiquait-il avec son agent traitant? Le Mossad lui a fourni un ordinateur et une clé USB trafiquée qui était en fait un transmetteur de messages. Ça lui permettait d'envoyer un compte-rendu à Tel Aviv tous les 5 jours. Alors, maintenant, comment et pourquoi Homsi a-t-il été démasqué? Ce sont d'abord les Israéliens qui se sont posé la question. Parce que pour eux, le démantèlement de leur réseau était une vraie tuile. Le plus gros revers enregistré par leur service depuis des décennies. Et c'est alors qu'ils auraient bénéficié d'un tuyau. Mais à partir de là, je marche sur la pointe des pieds car rien n'est vraiment avéré. Je rapporte donc ce que j'ai appris avec beaucoup de précaution car cela peut faire partie d'une manipulation du Mossad. Je vous écoute. Alors, quel était ce tuyau? Un agent du Mossad installé en Australie aurait essayé de nouer des contacts avec un militant du Hezbollah. Ouais, alors à Tel Aviv, on pense tout de suite à Benziger. Forcément. Benziger, qui pour approcher cet homme et le mettre en confiance, aurait peut-être livré quelques informations sur le réseau israélien au Liban. Mais encore une fois, je n'ai aucune certitude, je me méfie, car l'explication psychologique de la trahison de Benziger me semble directement inspirée par le Mossad. Néanmoins, je vous la livre. Benziger aurait été frustré. Ouais. Pour quelle raison? Il n'avait guère brillé au cours de ses premières missions en Europe et il aurait mal supporté d'être rétrogradé au rang de bureaucrate. Et c'est pour ça qu'il serait retourné en Australie pour reprendre ses études. Par conséquent, le jeune homme aurait essayé de se rattraper et de montrer qu'il pouvait être un excellent agent. Moi, ce qui m'étonne d'abord, c'est que le Mossad ait continué à l'employer. Un type bavard, pas très fiable et qui n'a pas donné satisfaction. Oui, moi aussi. Enfin, je poursuis. Donc, Benziger tente de reconquérir l'estime de ses supérieurs et de leur montrer ce qu'il vaut réellement. D'où l'idée qui lui vient. Au cours de ses voyages, il a eu l'occasion de rencontrer un homme du Hezbollah. Et pourquoi ne pas essayer d'en faire une source? Ouais. Ce serait donc une initiative personnelle prise sans l'aval de ses chefs du Mossad. Sans aucune autorisation, en effet. Donc Benziger reprend contact avec ce type du Hezbollah. Et ça se passe plutôt bien. Ce militant semble prêt à lui donner des informations sur son mouvement. Mais ce que ne comprend pas Benziger, qui, selon cette version, est vraiment un piètre espion, c'est que ce personnage n'a nullement l'intention de trahir les siens. Bien au contraire, il prévient les dirigeants du Hezbollah. Et ça remonte même
jusqu'à Nasrallah qui suit l'affaire en personne. Et le piégeur va être piégé à son tour. C'est à peu près ça, oui. Le type du Hezbollah se déclare donc prêt à collaborer avec Benziger. Mais il doit d'abord obtenir la preuve que le jeune homme est réellement un agent du Mossad. Ouais, et Benziger, pour fournir cette preuve, va lui donner des informations de premier ordre. Exactement. C'est ainsi qu'il lui livre le nom de quelques taupes israéliennes installées au Liban. Des renseignements que seul un agent du Mossad peut posséder. Il lui donne en particulier l'identité de Ziad al-Hamsi et de Mustafa Ali Awahed, des taupes les plus performantes du Mossad. Alors là, il n'a pas eu le sentiment de trahir. Non, car en contrepartie, il est certain d'obtenir des informations essentielles sur le Hezbollah, et par exemple sur les filières de livraison d'armes en provenance d'Iran. Si c'est vrai, je trouve quand même extraordinairement naïf. Oui, hein. oui, le type qui lui a fait traverser la ligne rouge était de toute évidence plus fort que lui et plus professionnel. Donc cette version de la trahison de Benziger serait israélienne selon vous. Mais pour conforter cette thèse de la trahison, a-t-on apporté des preuves? Une seule, à ma connaissance. Lors d'une perquisition au domicile de Benziger, on aurait trouvé un CD contenant des infos classifiées venant du département de Sommet du Mossad. Là où il a été affecté dans un bureau. Oui. Oui, ben, cette version de la trahison qui, d'après vous, a été véhiculée par le Mossad. Oui, quand les autorités israéliennes ont bien été obligées de reconnaître qu'elle avait détenu au secret ce prisonnier mort dans sa cellule. Une révélation qui est le fait de la presse, et d'abord de la télévision australienne. Et en Israël même, je vous le rappelle, le gouvernement a tenté de censurer cette information. Oui, mais il a été rapidement débordé. Ça démontre en tout cas que les autorités attachaient une grande importance à ce dossier. Et qu'elle voulait cacher la vérité. D'où, à mon avis, la construction de cette explication rocambolesque de la trahison de Benziger. Une version qui ne tient pas debout. Parce que s'il est vrai que quelques espions israéliens au Liban ont été démasqués par le Hezbollah, la plupart l'ont été par les FSI, l'adversaire invétéré des islamistes et chiites, Hamsi en particulier. Alors, pourquoi avoir menti? Il ne peut y avoir qu'une explication. Il fallait dissimuler autre chose. Quoi, la véritable trahison de Benziger? Pourquoi pas? Ou plutôt le véritable danger que représentait Benziger pour le Mossad. Ouais, Benziger coupable de connaître des informations sensibles? C'est ce que je crois. Vous avez une idée, là? Je m'interroge. Le Mossad a conduit une opération d'infiltration au Pakistan assez audacieuse. En 2 mots, il s'est agi de manipuler une organisation sunnite extrémiste, la Jundallah, qui a perpétré plusieurs attentats en Iran. L'Iran qui est une cible prioritaire pour Israël. Oui, à cause de sa volonté supposée de se doter de l'arme nucléaire. C'était donc tentant de se servir de ces extrémistes pour frapper l'Iran. Et ça, il fallait absolument le dissimuler. Sur le terrain, les Israéliens se sont fait passer pour des agents de la CIA. Un véritable crime de lèse-majesté pour les Américains.